Elle répétait cette phrase depuis 30 ans, pas à voix haute, jamais à voix haute, mais intérieurement, comme un écho qui ne cessait jamais, « Je suis le problème, je l'ai toujours été ». Et quand quelqu'un lui demandait pourquoi elle pensait cela, elle ne savait pas l'expliquer. Elle le savait, tout simplement. Comme si elle connaissait son propre nom. Il existe une forme spécifique de violence qui ne laisse aucune marque visible. Elle ne brise pas les os. Elle ne déchire pas la peau, mais elle réécrit l'intérieur, mot après mot, insulte après insulte, jusqu'à ce que vous vous regardiez dans le miroir et que vous voyiez non pas qui vous êtes, mais qui on vous a dit que vous étiez. Et pire encore, jusqu'à ce que vous y croyiez. Non pas comme une opinion, mais comme un fait. Dans les familles narcissiques, les insultes ne sont pas seulement des offenses, ce sont des outils de programmation. Des phrases répétées si souvent qu'elles ne sont plus remises en question et finissent par être assimilées. Tu es trop sensible, tu exagères toujours, personne ne te supporte. Et à chaque répétition, quelque chose en vous s'efface, se remplace, comme si l'on écrivait par-dessus ce que vous étiez, et vous le permettiez. Parce que lorsque ceux qui devraient vous aimer vous définissent ainsi, vous apprenez que leur définition est plus réelle que votre propre expérience. Carl Jung appelait cela l'introjection, le processus par lequel nous absorbons des vérités externes comme si elles étaient les nôtres. Lorsqu'un enfant entend sans cesse « tu es égoïste », il ne pense pas « c'est leur opinion ». Il pense « c'est donc ce que je suis ». Et il construit toute une identité autour de cela. Une identité qui n'est pas la sienne. Elle est empruntée, imposée, mais elle est si profondément ancrée qu'elle finit par fonctionner comme un moi authentique. Vous ne vivez pas comme vous êtes, mais comme on vous a dit que vous devriez être. Ou pire, comme on vous a dit que vous n'auriez jamais dû être. Et cela ne se produit pas d'un seul coup. Cela se produit par étapes. Cela commence par des insultes si subtiles que vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes attaqué. Tu exagères ressemble à une observation. Tu es trop sensible semble être une préoccupation. Mais ce n'est pas le cas. C'est une disqualification systématique de votre expérience intérieure. Et lorsque vous apprenez à douter de ce que vous ressentez, de ce que vous percevez, de ce que vous vivez, vous êtes prêt à accepter la définition qui vient de l'extérieur. Parce que vous ne faites plus confiance à celle qui vient de l'intérieur. Puis les insultes évoluent, de la disqualification à la dette. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu le regretteras quand je serai mort. Et soudain, votre existence cesse d'être un droit et devient une dette. Comme si vous deviez quelque chose pour être né, pour avoir eu besoin, pour avoir été un enfant. Et vous passez toute votre vie à essayer de payer une facture qui n'a jamais été la vôtre, mais qui malgré tout continue à peser, avec des intérêts qui ne cessent de croître. Et quand la culpabilité ne suffit pas, viennent les comparaisons. Pourquoi n'es-tu pas comme ton frère? Tu es une déception. Et maintenant, tu n'es plus seulement mauvais. Tu es mauvais par rapport à un modèle, à un fantôme, à quelqu'un que tu ne seras jamais. Et plus vous essayez d'atteindre cette version impossible de vous-même, plus vous vous éloignez de qui vous êtes vraiment, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre que la tentative, la recherche, l'effort d'être quelqu'un qui n'existe pas. Mais il existe un type d'insulte qui va plus loin, qui n'essaye pas de corriger, qui n'exige rien, qui nie tout simplement. Tu ne mérites pas d'être aimé, personne ne te supporte. Tu es un fardeau. Et quand cela est dit par ceux qui devraient te protéger, quelque chose en toi s'effondre. Il ne s'agit plus de comportement, il s'agit d'existence. Comme si le problème n'était pas ce que tu fais, mais le fait que tu existes. Cette vidéo révèle la structure psychologique de 20 types d'insultes que vous entendez ou avez déjà entendu dans les familles narcissiques, des plus subtiles aux plus extrêmes. Et plus important encore, elle révèle comment ces insultes ne font pas que blesser. Elles construisent une version de vous qui n'a jamais été réelle, mais que vous avez passé toute votre vie à défendre, ou à essayer de prouver qu'elle était fausse. Et si vous n'aviez jamais rien à prouver? Et si la seule chose que vous aviez à faire était de reconnaître que ce qui a été mis en vous n'a jamais été à vous? Car avant de dire « tu ne vaux rien », ils disent « tu exagères ». Avant d'attaquer qui vous êtes, ils attaquent ce que vous ressentez. Et vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes attaqué. Cela ressemble à une correction. Cela ressemble à un conseil. Cela ressemble même à de l'attention. Tu es trop sensible. Comme s'il ne faisait que pointer du doigt un défaut qui doit être corrigé. Mais ce n'est pas le cas. C'est le premier mouvement de quelque chose de beaucoup plus grand. C'est le début du remplacement. Quand quelqu'un dit « tu exagères », ce qu'il dit en réalité c'est « ta perception de la réalité est erronée.
Ce que tu as ressenti n'est pas réel. Ce que tu as vécu ne s'est pas passé comme tu le penses. Et si cela est dit une fois, tu te poses des questions. Si cela est dit 10 fois, tu doutes. Si cela est dit 100 fois, tu l'intériorises. Et vous commencez à douter avant même de ressentir. Comme si vous aviez besoin d'une autorisation extérieure pour valider votre propre expérience intérieure. Comme si ce qui se passe en vous devait être approuvé par quelqu'un d'extérieur. Cela a un nom. Jung appelait cela la délégitimation de l'expérience intérieure, et c'est la première étape pour remplacer le moi authentique par un moi modelé. Car lorsque vous apprenez que ce que vous ressentez n'est pas fiable, vous cessez d'utiliser vos sentiments comme boussole, et vous commencez à utiliser les sentiments des autres. Vous cessez de vous demander « qu'est-ce que je ressens à ce sujet ?» et vous commencez à vous demander « qu'est-ce qu'il pense que je devrais ressentir ?» Et à ce moment-là, quelque chose de fondamental se perd. Vous perdez l'accès à vous-même. Arrête d'être si émotif. Combien de fois avez-vous entendu cela? Et combien de fois, après l'avoir entendu, avez-vous ravalé ce que vous ressentiez? Non pas parce que le sentiment avait disparu, mais parce que vous aviez appris qu'il était mal de l'exprimer, excessif, problématique. Et vous avez alors développé une étrange capacité, ressentir sans montrer, vivre des émotions intenses à l'intérieur, tout en restant neutre à l'extérieur, contrôlé, agréable. Parce que émotif, dans ce contexte, n'a jamais signifié « tu ressens beaucoup ». Cela signifiait « tu ressens d'une manière qui me dérange ». Et tu as appris à ne pas déranger, même si cela signifiait étouffer. Et le plus cruel, c'est que ces insultes subtiles fonctionnent précisément parce que tu ne les reconnais pas comme telles. Quand quelqu'un crie « tu es un idiot », tu sais que tu es attaqué. Vous pouvez vous défendre, vous pouvez réagir. Mais quand quelqu'un vous dit d'un ton calme, presque pédagogique, vous exagérez toujours les choses, vous ne réagissez pas, vous réfléchissez, vous vous demandez « est-ce que j'exagère vraiment ?» Et cette pensée, ce doute, est exactement ce que l'insulte subtile cherche à semer. Pas la certitude que vous êtes mauvais, mais le doute constant quant à savoir si vous interprétez correctement la réalité. C'est comme effacer un tableau noir à plusieurs reprises, jusqu'à ce que vous oubliez ce qui était écrit. Au début, vous pouvez encore voir les traces, les marques de craie. Mais après avoir effacé 30, 50, 100 fois, il ne reste plus rien. Seulement la surface vide. Et vous la regardez sans même vous souvenir qu'il y avait quelque chose là, qu'il y avait une vérité, qu'il y avait une expérience, qu'il y avait vous. Et cela ne se produit pas de manière aléatoire. Cela se produit dans des situations spécifiques. Lorsque vous essayez de fixer une limite, vous exagérez, ce n'était pas si grave. Lorsque vous exprimez votre malaise, vous êtes trop sensible, c'est normal. Lorsque vous remettez quelque chose en question, vous faites toujours une tempête dans un verre d'eau, et le schéma se répète. Chaque fois que vous essayez d'affirmer votre expérience, elle est disqualifiée, et vous apprenez peu à peu qu'il est risqué de s'affirmer, qu'il est problématique de s'exprimer, qu'être soi-même est gênant. Et alors vous arrêtez, non pas de ressentir, mais de faire confiance à ce que vous ressentez. Vous développez une sorte de filtre interne. Avant de parler, vous vous demandez « est-ce que j'exagère ? Suis-je trop sensible ? Est-ce que je vois un problème là où il n'y en a pas ?» Et ce filtre qui semble être une protection est en fait une censure. Vous censurez votre propre perception avant qu'elle n'atteigne le monde. Et avec le temps, vous censurez tellement que cela ne vous atteint même plus vous-même. Vous ressentez quelque chose, vous le disqualifiez immédiatement et vous continuez, comme si rien ne s'était passé. Mais cela s'est produit et cela s'accumule, quelque part en vous où vous n'avez plus accès. Jung disait que le moi authentique se forme à travers l'expérience interne validée. L'enfant ressent quelque chose, l'exprime, est accepté et apprend. Ce que je ressens est réel. Je suis réel. Mon expérience compte. Mais lorsque l'expérience est systématiquement disqualifiée, ce qui se forme n'est pas un moi authentique. C'est un moi adaptatif. Un moi qui a appris à ressentir ce qu'il est permis de ressentir, à percevoir ce qu'il est permis de percevoir et à exister dans les limites de ce qui est toléré par ceux qui l'entourent. Et vous ne vous rendez même pas compte que vous vivez dans des limites, parce que ces limites ont été fixées si tôt, si subtilement, qu'elles semblent naturelles. Elles vous ressemblent. Vous pensez que vous êtes naturellement réservé, naturellement contrôlé, naturellement pas exagéré, mais ce n'est pas le cas. Vous avez été formé, et la formation a commencé par des phrases qui semblaient inoffensives, par des corrections qui semblaient attentionnées.
par des insultes qui ne semblaient même pas être des insultes. C'était juste une blague, tu n'as pas besoin de réagir comme ça. Et vous apprenez que vos réactions sont disproportionnées, que votre douleur est fabriquée, que votre colère est injustifiée. Et alors vous commencez à douter de vous-même, de chaque émotion qui surgit, de chaque gêne que vous ressentez. Vous pensez, est-ce que j'invente tout cela? Est-ce que le problème vient de moi? Et plus vous pensez ainsi, plus vous vous éloignez de la réponse. Parce que la réponse se trouve précisément dans ce que vous disqualifiez, dans ce que vous qualifiez d'exagération, dans ce que vous supprimez pour être moins sensible. Mais la sensibilité n'est pas un défaut, c'est de la perception. C'est la capacité à percevoir des nuances que les autres ne perçoivent pas, à ressentir des couches que les autres n'atteignent pas. Et quand quelqu'un dit « tu es trop sensible », il ne te décrit pas. Il décrit sa propre limite, sa propre incapacité à gérer la profondeur, la complexité, la vérité émotionnelle qui exige plus que des réponses automatiques. Et vous passez des années, parfois des décennies, à penser que le problème vient de votre sensibilité, que vous devez vous endurcir, vous blinder, arrêter de ressentir autant, et vous essayez, vous réprimez, vous contrôlez, vous rationalisez, jusqu'au jour où vous réalisez que vous ne ressentez plus rien, non pas parce que vous avez appris à vous contrôler, mais parce que vous vous êtes déconnecté, et ce qui semblait être une victoire, enfin, je ne suis plus aussi sensible, est en fait une perte, la perte de l'accès à ce qu'il y a de plus vrai en vous. Et lorsque vous apprenez à douter de ce que vous ressentez, vous êtes prêt pour le niveau supérieur. Car si votre perception interne n'est pas fiable, alors qu'est-ce qu'il est? La perception des autres, la définition qui vient de l'extérieur. Et c'est exactement ce que font les insultes suivantes. Elles ne se contentent pas de disqualifier ce que vous ressentez. Elles définissent qui vous êtes. Et elles transforment cette définition en dette. Après tout ce que j'ai fait pour toi, 7 mots. Et vous savez déjà ce qui va suivre. Ce n'est pas de la gratitude qui sera exprimée. C'est une exigence. Comme si chaque geste, chaque attention, chaque acte d'amour, si c'était de l'amour, avait été enregistré dans un tableau invisible. Et maintenant, il est temps de payer. Pas avec de l'argent, avec de l'obéissance, avec de la soumission, avec la dissolution de ce que vous voulez au profit de ce qu'ils veulent de vous. Et le plus troublant, c'est que cela fonctionne. Parce qu'il y a quelque chose de profondément humain dans l'idée de réciprocité. Quand quelqu'un fait quelque chose pour vous, il est naturel de vouloir rendre l'appareil. Il est sain de vouloir rendre l'appareil. Mais dans les familles narcissiques, la réciprocité n'est pas un échange. C'est une dette. Et la différence est fondamentale. Dans l'échange, les deux parties donnent et reçoivent librement. Dans la dette, l'un donne en exigeant et l'autre reçoit en devant. Et la dette n'est jamais remboursée, parce qu'elle n'a pas été faite pour être remboursée. Elle a été faite pour être exigée, éternellement. Tout tourne toujours autour de vous, n'est-ce pas? Et soudain, avoir des besoins est de l'égoïsme. Exprimer ce que vous ressentez est du narcissisme. Fixer une limite est de l'ingratitude. Comme si le simple fait d'exister était en soi un acte d'égocentrisme. Et vous commencez à vous surveiller. Vous commencez à mesurer l'espace que vous occupez, l'attention que vous demandez, combien vous faites pour vous. Et moins vous occupez d'espace, plus vous devenez généreux, jusqu'à ce que la générosité devienne effacement. Et vous disparaissez, pas physiquement, mais intérieurement. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Vous ne faites que remplir des fonctions, répondre à des attentes, répondre à des demandes. Et vous appelez cela de l'amour. Jung avait un concept pour cela. Il appelait cela le moi obéissant. Un faux moi entièrement construit sur la culpabilité et la peur du rejet. Ce n'est pas qui vous êtes. C'est qui vous devez être pour ne pas être abandonné, pour ne pas être puni, pour ne pas entendre une fois de plus que vous êtes égoïste, que vous décevez, que vous ne rendez pas assez. Et ce moi obéissant devient si habituel que vous oubliez qu'il est construit, qu'il est un masque. Et vous en venez à croire que cette version diminuée et silencieuse, éternellement reconnaissante de vous-même, est qui vous êtes vraiment. Vous le regretterez quand je serai mort. Et maintenant, l'avenir est également pris en otage, parce qu'il ne suffit pas de contrôler le présent. Il faut s'assurer que, même après la mort, la culpabilité continue d'opérer. Que vous passiez le reste de votre vie à vous demander « Ai-je été assez bon? Ai-je fait assez? Ai-je assez aimé ?» Et la réponse programmée en vous sera toujours « Non, cela n'a jamais été suffisant. Cela ne le sera jamais. » Parce que suffisant dans ce contexte n'est pas un objectif. C'est une impossibilité.
C'est un horizon qui s'éloigne à mesure que vous vous en approchez, et vous vivez dans la crainte de ce regret futur. Alors vous cédez, vous annulez vos projets, vous remettez votre vie à plus tard, vous donnez la priorité à des exigences qui ne sont pas les vôtres, parce que vous préférez souffrir maintenant, plutôt que de souffrir plus tard avec la culpabilité. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que vous souffrez de toute façon, et que la culpabilité future n'est qu'une menace, un outil de contrôle. Elle n'est pas réelle. Ou plutôt, elle ne devient réelle que si vous le permettez, si vous intériorisez cette programmation, si vous croyez que votre existence, vos choix, votre autonomie sont, d'une certaine manière, une trahison. J'ai tout sacrifié pour toi, et maintenant ta naissance est une faute, ton enfance est un fardeau, ton existence est une dette que tu n'as jamais demandé à contracter, mais que tu es obligé de payer. Et plus tu entends parler de ces sacrifices, plus tu te sens responsable de quelque chose que tu n'as jamais contrôlé. Tu n'as pas choisi de naître. Vous n'avez pas choisi d'avoir besoin. Vous n'avez pas choisi d'être un enfant. Mais vous êtes traité comme si vous aviez fait des choix conscients, qui ont entraîné des coûts pour les autres, comme si le fait d'exister était une dette. Et cela crée une profonde distorsion dans la façon dont vous vous rapportez à vos propres besoins. Vous apprenez que le besoin est une offense, que demander est un abus, que dépendre est une exploitation. Et vous développez alors une autosuffisance forcée, non pas parce que vous êtes naturellement indépendant, mais parce que vous avez appris que la dépendance est une honte, et vous passez toute votre vie à prouver que vous n'avez besoin de rien, de personne, même lorsque vous en avez besoin, même lorsque vous vous effondrez, parce que demander de l'aide reviendrait à confirmer ce qu'on vous a toujours dit, que vous êtes un fardeau. Et la métaphore qui décrit le mieux cela n'est pas celle du poids à porter, c'est celle du compte bancaire manipulé. Imaginez un compte où seuls les retraits sont enregistrés, jamais les dépôts. Chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, nourriture, logement, affection, cela est enregistré comme un retrait. Mais chaque fois que vous offrez quelque chose, obéissance, gratitude, présence, cela n'est pas enregistré comme un dépôt. Cela disparaît tout simplement. Et puis, lorsque vous regardez votre relevé, vous ne voyez que des débits, seulement ce que vous avez retiré. Jamais ce que vous avez donné. Et les intérêts augmentent, mois après mois, année après année, jusqu'à ce que la dette devienne si importante qu'elle semble impossible à rembourser, et vous cessez d'essayer de la rembourser, vous la portez simplement, pour toujours. Pourquoi ne penses-tu pas aux autres? Et encore une fois, avoir ses propres besoins, c'est de l'égoïsme. Vouloir quelque chose de différent de ce qu'ils veulent pour toi, c'est de l'insensibilité. Être en désaccord, c'est de la cruauté. Et tu apprends à te contorsionner pour t'adapter à l'espace émotionnel qui t'est permis. Tu apprends à ressentir ce qui est attendu, à vouloir ce qui est approuvé. Et quand quelque chose de sincère émerge, un désir réel, une volonté authentique, vous l'étouffez rapidement. Parce que vous reconnaissez le danger. Vous reconnaissez que si vous laissez cela apparaître, vous serez à nouveau accusé d'égoïsme. Et l'accusation fait plus mal que la suppression. Mais voici ce que Jung a révélé, et qui change tout quand on le comprend. La culpabilité ne fonctionne que lorsqu'il y a une véritable transgression. Lorsque vous avez fait quelque chose qui viole vos propres valeurs. Lorsque vous blessez quelqu'un de manière consciente et évitable, cela génère une culpabilité légitime. Mais ce que vous ressentez n'est pas une culpabilité légitime. C'est une culpabilité programmée, installée. Vous n'avez rien transgressé. Vous avez simplement existé. Vous avez eu des besoins. Vous avez exprimé votre malaise. Et on vous a appris que c'était une transgression, que cela méritait une punition, que cela exigeait une réparation éternelle. Et quand vous comprenez que la dette est fausse, quelque chose de profond se met en mouvement, parce que vous passez toute votre vie à essayer de payer quelque chose que vous n'avez jamais dû, à essayer de compenser quelque chose que vous n'avez jamais fait, à essayer d'être à la hauteur pour des personnes qui vous ont programmé à ne jamais l'être. Et la seule façon de s'en sortir n'est pas de payer davantage, c'est de reconnaître que la dette, depuis le début, était illégitime. Mais la culpabilité vous permet encore d'avoir un moi, même si c'est un mauvais moi, un moi inadéquat, un moi débiteur, mais c'est quand même un moi. Vous existez encore, même si vous existez en tant que problème. Le niveau suivant ne permet même pas cela, car lorsque la culpabilité ne suffit plus à contrôler, vient la comparaison. Et la comparaison ne dit pas seulement « vous avez tort », elle dit « vous devriez être autre chose. Pourquoi n'es-tu pas comme ton frère ?» Et cette question contient une sentence. Toi, tel que tu es, tu ne sers à rien. Il ne s'agit pas de s'améliorer. Il s'agit d'être quelqu'un d'autre.
de se remplacer, d'effacer ce que tu es et d'imprimer à la place quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, aux yeux de celui qui compare, fonctionne mieux, qui dérange moins, qui répond mieux. Et vous grandissez non pas en essayant d'être la meilleure version de vous-même, mais en essayant d'être une version acceptable d'une autre personne. Jung appelait cela l'impossibilité existentielle, car vous pouvez vous améliorer, vous pouvez grandir, vous pouvez changer, mais vous ne pouvez jamais être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et lorsque l'exigence est telle, l'échec est garanti dès le départ. La comparaison fait quelque chose que la culpabilité et la disqualification ne font pas. Elle crée un fantôme, une présence absente, quelqu'un que vous devriez être, mais que vous ne serez jamais. Et ce fantôme habite désormais chaque choix que vous faites, chaque réussite, chaque tentative. Car peu importe ce que vous accomplissez, il y aura toujours cette question silencieuse. Mais votre frère ne ferait-il pas mieux? Mais un tel ne serait-il pas plus insérer une qualité ici? Et vous ne vivez pas votre vie, mais dans l'ombre d'une vie qui n'a jamais été la vôtre. Elle ne pourrait jamais l'être, et pourtant vous poursuivez. Tu es une déception. 5 syllabes qui ont un poids disproportionné, parce que la déception n'est pas une erreur ponctuelle. C'est un échec fondamental. Vous n'avez pas déçu dans quelque chose. Vous êtes décevant dans votre globalité, en tant qu'être. Et cela communique quelque chose de très spécifique. Il y avait une attente sur qui vous deviez être, et vous avez échoué à la remplir. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que vous êtes qui vous êtes. Et qui vous êtes n'est pas suffisant. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas ce qui était attendu. Et le plus cruel dans cette phrase, c'est qu'elle n'est jamais accompagnée d'instructions. Elle ne dit jamais « Vous m'avez déçu parce que vous avez fait X, et si vous faites Y, vous ne me décevrez plus. » Non. Elle est à la fois globale et vague. Tu es une déception. Point final. Et que dois-tu faire pour ne plus l'être? Devine, essaie, adapte-toi, mais sans savoir exactement ce que tu adaptes, car le problème n'est pas ton comportement, c'est ton existence. Et l'existence ne s'adapte pas, elle s'annule seulement. Jung parlait de l'individuation comme d'un processus naturel qui consiste à devenir qui tu es, pas qui les autres voudraient que tu sois, pas celui qu'il serait plus pratique que vous soyez, mais celui que dans les couches les plus profondes, vous êtes déjà et que vous devez simplement découvrir. Seulement, l'individuation exige de l'espace. Elle exige la permission d'explorer, de se tromper, d'être différent. Et lorsque chaque différence est traitée comme une déception, l'individuation ne se produit pas. Vous ne devenez pas. Vous vous adaptez, ou vous essayez, et vous échouez, parce que l'adaptation a ses limites. Et la limite est la suivante. Vous ne pouvez pas vous adapter en dehors de vous-même, pas complètement. Il reste toujours quelque chose résiste toujours, et c'est précisément ce reste, cette résistance, qui est qualifiée de déception. Tu es comme ton père, et cela, dit avec mépris, comporte un double message. Premièrement, vous n'êtes pas vous-même, vous êtes la réplique de quelqu'un qui a également été rejeté. Deuxièmement, vous avez hérité non seulement de ses caractéristiques, mais aussi de sa condamnation. S'il était mauvais, vous êtes mauvais. S'il était problématique, vous êtes problématique. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas d'individualité. Vous êtes le prolongement de quelque chose qui a déjà été jugé et rejeté. Et maintenant, vous portez la sentence, sans droit à votre propre jugement, sans possibilité d'être considéré comme distinct. Et cela crée quelque chose de psychologiquement dévastateur. Vous commencez à surveiller chaque geste, chaque réaction, chaque choix, à la recherche de signes indiquant que vous êtes en train de devenir lui, que vous êtes en train de répéter, que vous êtes en train de confirmer la prophétie. Et plus vous surveillez, plus vous devenez paranoïaque, parce que toute similitude, réelle ou imaginaire, devient une preuve, et vous essayez de la supprimer, vous essayez d'être le contraire. Mais le contraire est toujours défini par rapport à l'autre. C'est toujours une réaction. Ce n'est toujours pas vous. C'est anti-lui. Et anti-lui, ça reste à propos de lui, pas à propos de vous. La métaphore qui décrit le mieux la comparaison n'est pas celle de la compétition. C'est celle de l'ombre sur le sol qui a une forme incorrecte. Vous êtes debout, sous le soleil, projetant une ombre. Et quelqu'un regarde l'ombre et dit « Cette ombre devrait avoir une forme différente ». Et vous essayez de vous contorsionner. Vous essayez de changer d'angle. Vous essayez de faire en sorte que votre ombre ressemble à celle de quelqu'un d'autre. Mais vous n'y arrivez pas. Parce que l'ombre est le reflet de ce que vous êtes. Et même si vous vous contorsionnez, l'ombre reste la vôtre.
Elle continue de révéler votre forme réelle. Et plus vous essayez de forcer, plus la distorsion devient évidente. L'artificialité, l'effort impossible d'être ce que vous n'êtes pas. Pourquoi ne pouvez-vous pas être plus comme un tel? Et à chaque comparaison, votre valeur est mesurée non pas à votre propre échelle, mais à celle des autres. Vous n'êtes pas évalué pour ce que vous construisez, pour ce que vous surmontez, pour ce que vous créez, mais par la façon dont vous vous comparez à un standard externe arbitraire. Et ce standard change. Selon le contexte, vous êtes comparé à différentes personnes. Frères, cousins, amis des parents, voisins, n'importe qui fera l'affaire. Tant que cela communique le message central, vous n'êtes pas assez tel que vous êtes. Et le problème n'est pas d'avoir des références. Les références sont saines. Elles inspirent, elles orientent, elles vous mettent au défi. Mais les comparaisons destructrices n'apportent pas d'inspiration. Elles proposent un remplacement. Elles ne disent pas « regarde comment il a fait et apprends ». Elles disent « regarde comment il est et cesse d'être toi-même ». Et lorsque vous intériorisez cela, vous cessez de développer votre propre potentiel. Parce que votre propre potentiel n'est peut-être pas celui qu'ils veulent que vous ayez. Vous redirigez alors votre énergie du développement personnel vers l'automutilation psychique. Vous essayez de couper les parties de vous-même qui ne correspondent pas au moule. Vous essayez de greffer des parties qui ne sont pas les vôtres. Et le résultat n'est pas une version améliorée de vous-même. C'est une version déformée, fragmentée, incohérente. Jung disait que lorsque vous rejetez des parties de vous-même pour plaire aux autres, ces parties ne disparaissent pas. Elles vont dans l'ombre et elles continuent à fonctionner, mais de manière déformée, inconsciemment. Et un jour, vous regardez votre vie et vous ne la reconnaissez pas. Non pas parce qu'elle a changé, mais parce qu'elle ne l'a jamais été. Vous avez vécu la vie de quelqu'un qui n'existe pas. Un hybride impossible entre qui vous êtes et qui on vous a dit que vous deviez être. Et aucun des deux n'est satisfait. Parce que vous vous êtes trahi pour plaire à quelqu'un qui, malgré tout, n'était pas satisfait. Parce que la satisfaction n'a jamais été le but. Le contrôle l'était. Et le contrôle par comparaison est parfait, parce qu'il ne s'arrête jamais. Il y aura toujours quelqu'un de différent de vous. Il y aura toujours un nouveau standard. Il y aura toujours de la déception. Et vous vivez fatigué. Pas de l'effort pour vous améliorer, mais de l'effort pour être quelqu'un d'autre, de poursuivre un fantôme, d'atteindre une ombre. Et plus vous courez, plus vous essayez, plus la distance diminue, parce que vous courez après quelque chose qui n'existe pas, une version idéalisée, parfaite, approuvée, qui n'a jamais été réelle, qui ne pourra jamais l'être, parce qu'elle a été construite précisément pour être inaccessible, pour vous faire courir, pour toujours. Mais jusqu'ici, l'insulte reconnaissait encore votre existence, même si c'était pour dire que votre existence était erronée, qu'elle devait être corrigée, remplacée. Il y avait tout de même une reconnaissance de votre existence. Il y avait quelqu'un là qui devait changer. Il y avait une identité, même si elle était inadéquate. Mais il existe un type d'insulte qui va plus loin, qui n'essaie pas de corriger, qui ne compare pas, qui nie tout simplement, qui dit « tu ne devrais pas exister ». Et quand cela est dit par ceux qui devraient te protéger, quelque chose de plus que l'estime de soi est détruit. C'est le fondement même de l'existence, le droit d'être là, d'occuper de l'espace, de respirer. Et c'est de cela dont nous allons parler maintenant. Parce que jusqu'ici, vous étiez un problème. Mais vous l'étiez encore. Maintenant, nous allons entrer dans le territoire où le fait d'être est le problème. Personne ne vous supporte. Et avec cette phrase, vous cessez d'être une personne inadéquate et devenez une présence insupportable. Il ne s'agit plus de ce que tu fais. Il s'agit du fait que tu es là, que tu existes, que tu occupes de l'espace, et que cet espace, aux yeux de celui qui parle, serait mieux vide. Ce n'est pas une correction. C'est une annihilation symbolique. Et quand celui qui devrait t'aimer dit cela, il n'y a pas de défense possible, parce que la défense implique qu'il y a quelque chose à défendre. Mais l'accusation ne porte pas sur le comportement. Elle concerne l'existence. Et l'existence ne se défend pas. Elle est simplement, ou cesse d'être. Et vous commencez à observer, à mesurer, à calculer combien d'espace vous occupez, combien de bruit vous faites, combien d'attention vous demandez. Et moins vous occupez d'espace, plus vous devenez tolérable, jusqu'à ce que la tolérance devienne un objectif. Ne pas être aimé, ne pas être apprécié, être simplement toléré, supporté, comme un poids nécessaire, comme un inconvénient inévitable, et vous l'acceptez, parce que lorsque l'alternative est d'être rejeté, toute forme de permanence semble être une victoire, même si la permanence signifie l'effacement.
vous ne méritez pas d'être aimé. 6 mots qui n'attaquent pas ce que vous faites ou ce que vous êtes. Ils attaquent votre droit fondamental à recevoir de l'affection, à être désiré, à compter. Et ce n'est pas une opinion sur le comportement, c'est un jugement sur la valeur. Vous n'êtes pas seulement mal aimé, vous êtes indigne d'être aimé, comme s'il y avait quelque chose en vous, quelque chose d'essentiel, d'immuable, de fondamental, qui repousse l'amour, qui rend l'amour impossible. Peu importe ce que vous faites, peu importe comment vous changez, vous êtes par nature indigne. Et Jung comprenait cela profondément. Il appelait cela la blessure existentielle. Pas une blessure causée par quelque chose qui s'est produit, mais une blessure causée par quelque chose qui ne s'est pas produit et qui aurait dû se produire. L'amour inconditionnel, l'acceptation, la reconnaissance que vous avez de la valeur simplement parce que vous existez. Lorsque cela ne se produit pas, lorsqu'un enfant reçoit le message qu'il doit gagner l'amour, mériter l'amour, conquérir l'amour par ses performances, son obéissance ou son effacement, quelque chose de fondamental ne se forme pas. Le sentiment élémentaire que vous appartenez au monde, que votre présence est la bienvenue, que vous pouvez vous tromper, échouer, décevoir et être quand même digne d'affection. Et sans cette base, vous construisez toute votre vie sur du sable mouvant. Chaque relation, chaque amitié, chaque interaction, vous portez en vous une question silencieuse. Est-ce que je mérite d'être ici? Est-ce que je ne dérange pas? Ne vaudrait-il pas mieux que je parte? Et vous vivez sans chercher à créer des liens, mais en cherchant la preuve que vous n'êtes pas aussi impossible à aimer qu'on vous l'a dit, et vous ne trouvez jamais de preuve suffisante. Parce que vous cherchez une validation extérieure pour quelque chose qui aurait dû être installé en vous dès le début. Et la validation extérieure, aussi abondante soit-elle, ne comble jamais le vide intérieur. Elle ne fait que distraire, temporairement. Tu es un fardeau. Et maintenant, ton existence n'est plus seulement problématique, c'est un fardeau, quelque chose que les autres portent, un sacrifice qu'ils font, un prix qu'ils paient pour ta présence. Et tu intériorises cela si profondément que tu te sens coupable d'avoir besoin, d'avoir demandé, d'exister par rapport aux autres. Et vous développez une autosuffisance pathologique, non pas parce que vous êtes fort, mais parce que vous avez appris que la dépendance est un abus, qu'avoir besoin c'est imposer, que demander de l'aide c'est surcharger, et cela crée une solitude dévastatrice. Pas la solitude d'être seul, mais la solitude d'être entouré et pourtant isolé. Parce que vous êtes proche des gens, mais vous ne pouvez pas être vulnérable. Vous ne pouvez pas montrer votre besoin. Vous ne pouvez pas révéler votre fragilité, parce que la révélation serait une confirmation. Ce serait prouver que, en fait, vous êtes un fardeau, qu'ils avaient raison. Alors vous faites semblant d'être fort. Vous faites semblant d'être indépendant. Vous faites semblant d'aller bien, même quand vous vous effondrez. Et personne ne le sait. Personne ne s'en rend compte, parce que vous avez appris à si bien cacher que vous vous êtes caché même à vous-même. Maintenant, voici ce qui doit être dit. Et c'est peut-être l'idée la plus importante de toute cette vidéo. Ces insultes, en particulier les plus extrêmes, ne sont pas des diagnostics sur vous. Ce sont des révélations sur ceux qui les profèrent. Quand quelqu'un dit « vous ne méritez pas d'être aimé », il ne vous décrit pas. Il décrit sa propre incapacité à aimer, sa propre blessure non guérie, sa propre ombre non intégrée. Et cette personne projette. Jung comprenait la projection comme un mécanisme par lequel nous attribuons aux autres ce que nous ne pouvons pas reconnaître en nous-mêmes. Et les parents narcissiques projettent constamment leur inadéquation, leur honte, leur vide. Et vous, en tant qu'enfant, vous absorbez tout cela. Parce que les enfants ne savent pas que le problème ne vient pas d'eux. Les enfants croient que les adultes savent, que les adultes voient la vérité. Alors, quand un adulte dit « tu es impossible à aimer », l'enfant ne pense pas « il est incapable d'aimer ». L'enfant pense « je suis impossible à aimer ». Et cette introjection, ce processus qui consiste à absorber une définition externe comme vérité interne, est ce qui vous maintient prisonnier, des décennies plus tard. Même loin de la famille, même dans d'autres relations, même avec des preuves contraires, parce que l'introjection ne fonctionne pas de manière rationnelle. Elle fonctionne comme une croyance fondamentale, comme une vérité pré-réflexive. Vous ne pensez pas « je ne mérite pas d'être aimé ». Vous le ressentez, automatiquement, face à chaque possibilité d'intimité. Et vous vous éloignez, vous sabotez, vous confirmez la prophétie. Non pas parce que c'est vrai, mais parce que vous avez été programmé pour croire que c'est vrai. Et peut-être que vous regardez cette vidéo pour essayer de comprendre votre histoire, pour essayer de nommer ce que vous avez vécu.
pour chercher une validation à la douleur que vous portez en vous. Et si c'est le cas, je veux que vous sachiez ce que vous avez vécu a un nom. Et ce nom n'est pas « je suis difficile », ce n'est pas « je suis problématique », ce n'est pas « je mérite ». Ce nom, c'est l'abus émotionnel, c'est la violence psychologique, c'est la destruction systématique du sens de soi par le langage. Et ce n'est pas votre faute, ça ne l'a jamais été. Vous n'avez pas choisi la famille dans laquelle vous êtes né, vous n'avez pas choisi vos parents, vous n'avez pas choisi d'être un enfant vulnérable dans un environnement hostile. Et si vous avez intériorisé ces messages, ce n'est pas parce qu'ils sont vrais, c'est parce que vous étiez un enfant. Et les enfants croient tout, mais vous n'êtes plus un enfant. Et maintenant, vous pouvez remettre en question, vous pouvez examiner, vous pouvez demander « Est-ce que ce que je porte en moi m'appartient » ou « m'a-t-on imposé » ? Et si on me l'a imposé, puis-je m'en débarrasser ? Puis-je le rendre? Puis-je le refuser? Et la réponse libératrice, transformatrice qui change tout, est oui, vous pouvez. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, mais c'est possible. Parce que ce qui a été appris peut être désappris, ce qui a été intériorisé peut être extériorisé, et ce qui a été défini par d'autres peut être redéfini par vous. Mais avant d'en arriver à la reconnexion, avant de parler de liberté, nous devons comprendre la dernière couche, l'architecture complète, car il ne suffit pas de savoir que les insultes font mal. Nous devons comprendre pourquoi elles font mal, comment elles fonctionnent. Quel mécanisme psychologique permet aux mots de devenir des vérités? Et c'est ce que nous allons démonter maintenant. Imaginez que quelqu'un s'approche de vous et vous dise, très sérieusement, « Vous êtes un Coca-Cola ». Vous le regardez, vous clignez des yeux, et vous pensez, « Quoi? Cela n'a aucun sens. Je ne suis pas un Coca-Cola. Je suis une personne. » Et vous rejetez cette idée. Vous riez, ou vous remettez en question la santé mentale de la personne qui a dit cela. Parce que cette affirmation est tellement absurde qu'elle ne mérite pas d'être prise en considération. Il n'y a pas de doute interne. Vous ne vous demandez pas si, d'une certaine manière, vous êtes peut-être vraiment du Coca-Cola. Vous savez simplement que c'est absurde, et vous passez à autre chose. Maintenant, imaginez que cette même personne vous dise « Vous ne méritez pas d'être aimé ». Et au lieu de rejeter cette affirmation comme absurde, comme vous l'avez fait avec le Coca-Cola, vous vous arrêtez, vous réfléchissez, vous vous interrogez, vous cherchez des preuves, vous revoyez votre histoire, et vous vous demandez « Est-ce vrai ? Y a-t-il quelque chose en moi qui me rend indigne d'être aimé ?» Et c'est cette différence de réaction qui pose problème. Car logiquement, vous êtes Coca-Cola et vous ne méritez pas d'être aimé, ont le même poids. Ce sont deux affirmations externes sur qui vous êtes. Elles peuvent toutes deux être fausses, mais vous traitez l'une comme une absurdité évidente et l'autre comme une vérité possible. Pourquoi? La réponse réside dans l'autorité perçue et la vulnérabilité infantile. Quand celui qui dit « tu ne mérites pas d'être aimé » est un inconnu dans la rue, vous le rejetez, comme Coca-Cola. Mais quand celui qui le dit est votre père, votre mère, quelqu'un qui devrait vous connaître, vous protéger, vous aimer, vous le croyez, parce que les enfants n'ont pas encore de repères internes. L'enfant construit son identité par mimétisme. Il regarde ses parents et se dit « voilà qui je suis ». Et si ses parents lui disent « tu es un problème », l'enfant ne remet pas cela en question. L'enfant intériorise. Et cette intériorisation, cette introjection, est ce que Jung appelait le remplacement du moi authentique par un moi emprunté. La technique Coca-Cola fonctionne donc ainsi. Chaque fois que vous entendez une insulte, qu'elle provienne de votre mémoire ou d'une interaction présente, traduisez-la mentalement par « tu es Coca-Cola » et remarquez à quel point cela semble ridicule, comme cela semble arbitraire, comme cela semble déconnecté de la réalité. Parce que c'est le cas. Tu es égoïste, tu es Coca-Cola, tu es impossible à aimer, tu es Coca-Cola, personne ne te supporte, tu es Coca-Cola. Et soudain, vous voyez, ce ne sont que des mots, ce ne sont que des opinions, ce ne sont que des projections de celui qui parle, ce ne sont pas des diagnostics, ce ne sont pas des vérités, ce ne sont pas des descriptions précises de qui vous êtes, et cela crée la distance nécessaire. Parce que lorsque vous croyez à l'insulte, vous fusionnez avec elle, elle devient une partie de vous. Mais lorsque vous la traitez comme du Coca-Cola, vous vous en séparez, vous reconnaissez, c'est extérieur, cela m'a été imposé, et je peux le refuser, je peux le renvoyer, je peux dire « non merci, ce n'est pas à moi ». Et cette séparation, cette différenciation entre ce que vous êtes et ce qui a été dit à votre sujet est le début de la liberté. Jung avait une phrase puissante « Je ne suis pas eux,
Ils ne sont pas moi. Cela semble simple, évident même, mais c'est révolutionnaire, parce que lorsque vous intériorisez l'insulte, vous cessez d'être vous-même et vous devenez eux. Vous commencez à porter leur définition, leurs valeurs, leur jugement, et vous passez votre vie à essayer de prouver qu'ils avaient tort ou à confirmer qu'ils avaient raison. Mais dans tous les cas, ils restent aux commandes. Même s'ils sont absents, même s'ils sont morts, même s'ils sont loin, parce que vous avez intériorisé leur voix. Et maintenant, cette voix vit en vous. Elle commente, elle critique, elle définit, et vous obéissez, sans poser de questions, parce que vous avez oublié que cette voix n'est pas la vôtre. Mais quand vous dites « je ne suis pas eux, ils ne sont pas moi », quelque chose de profond se produit. Vous reprenez le contrôle de votre propre identité. Vous reconnaissez, ils peuvent penser ce qu'ils veulent de moi, ils peuvent m'appeler comme ils veulent, ils peuvent me définir comme ils veulent, mais je ne suis pas obligé d'être d'accord, je ne suis pas obligé d'intérioriser, je ne suis pas obligé de vivre selon leur définition, parce qu'ils sont eux, et moi je suis moi, et ce sont deux choses complètement distinctes. Cela ne signifie pas que vous devez les confronter, cela ne signifie pas que vous devez les convaincre, cela ne signifie pas que vous devez leur faire admettre qu'ils avaient tort. En fait, essayer de faire cela est généralement un piège, c'est continuer à leur donner du pouvoir, continuer à rechercher une validation extérieure, continuer à espérer qu'un jour, ils vous regarderont et vous diront « Désolé, vous n'avez jamais été le problème, vous avez toujours été gentil, vous avez toujours été suffisant. » Et peut-être qu'ils le diront, mais probablement pas. Et vous ne pouvez pas faire dépendre votre libération de leur changement, parce qu'alors ce n'est pas une libération, c'est un transfert de prison. La véritable liberté se produit à l'intérieur. Elle se produit lorsque vous décidez, seul, sans validation externe, sans approbation, sans reconnaissance de leur part, que ce qui a été dit à votre sujet n'est pas vrai, et vous vivez selon cette décision, même s'ils ne changent jamais, même s'ils ne l'admettent jamais, même s'ils continuent, jusqu'à la fin, à insister sur le fait que vous êtes le problème. Vous pouvez regarder cela et penser « intéressant ». C'est leur point de vue, et ils ont le droit d'avoir leur point de vue. Mais je ne suis pas obligé de l'adopter comme le mien, et je continue, libre, non pas parce qu'ils m'ont libéré, mais parce que je me suis libéré. Et voici la question qui change tout. La question que Jung posait à ses patients prisonniers de dynamiques familiales toxiques, si vous saviez avec une certitude absolue qu'ils ne changeront jamais, qu'ils ne vous reconnaîtront jamais, qu'ils ne vous valideront jamais, qu'ils n'admettront jamais qu'ils ont eu tort, comment vivriez-vous? Quel choix feriez-vous? Comment vous comporteriez-vous avec vous-même? Car tant que vous attendez qu'ils changent, vous remettez votre vie à plus tard. Tant que vous attendez leur reconnaissance, vous refusez de vous reconnaître vous-même. Et ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la loyauté, c'est de l'abandon de soi. C'est vous trahir pour plaire à ceux qui ne seront jamais satisfaits. La technique Coca-Cola n'est donc pas seulement un outil de désidentification avec l'insulte, c'est un outil de reconnexion avec soi-même. Car lorsque vous reconnaissez l'absurdité de l'affirmation extérieure, vous créez un espace pour la question intérieure. Alors qui suis-je? Si je ne suis pas ce qu'ils ont dit, qui suis-je? Et cette question, cette quête, est le début de l'individuation. C'est le début du retour à votre moi authentique, qui a été masqué, supprimé, remplacé par un faux moi. Et ce retour n'est pas facile, il n'est pas linéaire, mais il est possible. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant, parce que vous savez déjà ce qui a été fait. Vous savez déjà comment cela a été fait. Vous savez déjà pourquoi cela a fonctionné. Maintenant, vous devez savoir comment défaire cela. Maintenant, la question à laquelle il faut répondre, pourquoi les mots deviennent-ils des vérités? Pourquoi une phrase prononcée par quelqu'un d'autre, même une phrase objectivement fausse, même une phrase cruelle, peut-elle s'ancrer si profondément que vous passez des décennies à vivre comme si c'était un fait? La réponse ne se trouve pas dans le mot. Elle se trouve dans le moment où le mot a été prononcé et dans qui vous étiez lorsque vous l'avez entendu. Les enfants ne naissent pas avec une identité formée. Ils ne naissent pas en sachant qui ils sont. Ils naissent avec un potentiel, avec un tempérament, avec des tendances. Mais l'identité, le sentiment consolidé de « je suis cela », se forme à travers l'interaction. L'enfant regarde le monde et le monde lui répond. Et à travers cette réponse, l'enfant construit une image de lui-même. Si le monde répond avec amour, l'enfant apprend « je suis aimable ». Si le monde répond par le rejet, l'enfant apprend « je suis rejetable ». Pas comme une opinion, comme une identité fondamentale.
Et voici le point crucial que Jung a révélé et qui change tout lorsque vous le comprenez. L'enfant n'a pas la capacité de remettre en question l'autorité parentale. Il n'a pas suffisamment de repères internes pour dire « mon père se trompe à mon sujet ». Lorsque son père lui dit « tu es égoïste », l'enfant ne pense pas « c'est son point de vue déformé, basé sur ses propres blessures non résolues ». L'enfant pense « alors je suis égoïste ». Et il l'intègre comme une vérité absolue, comme une définition de soi. Et à partir de ce moment, il commence à se comporter, à ressentir et à interpréter les expériences à travers ce prisme. Il devient égoïste, non pas parce qu'il l'était, mais parce qu'on lui a dit qu'il l'était. Et il l'a cru. C'est ce que Jung appelait l'introjection. Et l'introjection n'est pas un processus conscient, ce n'est pas un choix, c'est une absorption automatique. Comme une éponge qui absorbe l'eau, l'enfant absorbe les définitions, il absorbe les jugements, il absorbe une identité empruntée. Et plus il est jeune, plus il est vulnérable. Plus il est émotionnellement dépendant, plus l'absorption est profonde. Et plus le message est répété, plus la croyance est consolidée. « Tu es trop sensible », dit une fois, peut être remis en question. Dit 100 fois, cela devient une vérité intériorisée. Et vous ne vous souvenez même plus qu'on vous l'a dit un jour. Vous savez simplement « je suis trop sensible », comme si vous l'aviez toujours su, comme si cela avait toujours été le cas. Et c'est cela l'architecture. Répétition plus autorité, plus dépendance émotionnelle égale introjection. 3 éléments, tous nécessaires. S'il en manque un, le mécanisme s'affaiblit. Si un inconnu dans la rue vous dit « vous êtes inutile », vous l'ignorez, parce qu'il n'y a pas d'autorité. Si votre patron vous le dit une fois, vous le remettez en question, parce qu'il n'y a pas de répétition. Mais quand une figure parentale, source de survie physique et émotionnelle, répète systématiquement un message sur qui vous êtes, il n'y a pas de défense possible. Il n'y a pas de filtre. Il est impossible de ne pas l'absorber, parce que vous dépendez de cette personne pour tout, pour la nourriture, pour le logement, pour le sentiment de sécurité. Et si cette personne vous dit que vous êtes un problème, vous ne pouvez pas simplement la rejeter, parce que la rejeter reviendrait à mettre en péril un lien que vous ne pouvez pas perdre. Alors vous acceptez, vous intériorisez, et vous devenez cette définition. Et voici le coup dont personne ne parle, le coup existentiel. Vous passez toute votre vie à vous défendre contre quelque chose qui n'a jamais été vrai. Chaque fois que quelqu'un vous critique, vous n'entendez pas seulement la critique présente, vous entendez les échos de toutes les critiques passées, et vous réagissez de manière disproportionnée. Chaque fois que quelqu'un vous rejette, vous ne ressentez pas seulement le rejet présent. Vous ressentez la confirmation d'une croyance fondamentale. J'ai toujours été rejetable, et vous l'acceptez, comme inévitable, comme mérité. Et plus vous l'acceptez, plus cela se confirme. Parce que vous arrêtez de vous battre, vous arrêtez de remettre en question, et vous commencez à vivre une prophétie auto-réalisatrice. Vous devenez ce qu'on vous a dit que vous étiez, non pas parce que vous l'étiez, mais parce que vous avez vécu si longtemps en croyant que vous l'étiez, que vous avez modelé votre comportement, vos choix, vos relations pour le confirmer. Et le plus dévastateur, c'est le paradoxe. Plus vous essayez de prouver que l'insulte était fausse, plus vous la maintenez en vie. Parce que la défense suppose qu'il y a une accusation légitime. Si quelqu'un vous accuse d'être Coca-Cola, vous ne passez pas des années à essayer de prouver que vous ne l'êtes pas. Vous ignorez simplement, parce que l'accusation est absurde. Mais si quelqu'un vous accuse de ne pas être aimable, vous passez des décennies à essayer de prouver votre amour, en essayant d'être plus, de faire plus, de donner plus. Et à chaque tentative, vous renforcez votre conviction. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi et qui devait être compensé. Il y avait une dette à payer. Et plus vous compensez, plus vous croyez qu'il était nécessaire de compenser. Vous ne vous libérez pas en prouvant que vous aviez raison. Vous vous enchaînez davantage. Jung a vu cela à maintes reprises. Des personnes qui passèrent leur vie entière à essayer de prouver à leurs parents, vivants ou morts, qu'elles étaient dignes, qu'elles étaient suffisantes, qu'elles n'étaient pas une déception. Et plus elles essayaient, plus elles s'enfonçaient, parce que l'essai était une admission. C'était la reconnaissance que le jugement des parents avait du poids, qu'il était légitime. Et tant que vous recherchez une validation externe, vous niez la validation interne. Vous vous dites « je ne suis valable que s'ils disent que je le suis ». Et comme ils ne le disent jamais, ou le disent trop tard, trop faiblement, trop ambiguïment, vous restez dans les limbes, ni valable, ni invalide, juste en attente, pour toujours. Mais il y a un moment où tout bascule, un moment où la perception change, et le changement ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur.
Il vient lorsque vous vous demandez enfin « Et si ce que je porte n'était pas à moi ? Et si cette identité que je défends avec tant de force était une identité que je n'ai jamais demandée, que je n'ai jamais choisie, qui m'a été imposée par des personnes qui, elles-mêmes, portaient des identités imposées ? Car voici la révélation finale, la dernière couche, celle qui fait le plus mal et qui libère le plus en même temps. Les personnes qui insultent n'insultent pas parce que vous êtes insultable. Elles insultent parce qu'elles ont été insultées. Les parents qui disent « tu ne vaux rien » ont entendu, dans leur propre enfance, « tu ne vaux rien ». Et ils ne l'ont jamais remis en question. Ils ne l'ont jamais guéri. Ils l'ont simplement répété, comme une tradition familiale, comme un héritage toxique, transmis de génération en génération. Votre père qui vous a dit que vous étiez une déception a lui-même été traité comme une déception. Votre mère qui vous a dit que vous étiez un fardeau a elle-même porté cette identité et ils l'ont projetée sur vous, non pas parce que vous le méritiez, mais parce qu'ils ne savaient pas faire autrement, parce que personne ne leur a appris, parce que personne ne les a guéris, parce que la douleur non traitée se transforme en douleur reproduite, et cela n'exonère pas. Cela ne justifie pas, cela n'efface pas la responsabilité. Un adulte qui insulte un enfant est responsable de l'insulte, indépendamment de sa propre histoire. Mais cela met les choses en contexte, cela montre que le problème n'a jamais été vous, c'était le système, c'était la norme. C'était une blessure non guérie qui s'est multipliée à travers les générations. Et vous qui écoutez cela maintenant, vous avez un choix qu'ils n'ont pas eu. Vous pouvez arrêter. Vous pouvez remettre en question. Vous pouvez refuser de transmettre. Vous pouvez être la dernière génération à porter cela et la première génération à s'en libérer. Mais la libération exige la reconnaissance. La reconnaissance que vous avez passé toute votre vie à défendre une identité qui n'est pas la vôtre, à prouver une valeur que vous avez toujours eue, à compenser une faute que vous n'avez jamais commise et que vous pouvez arrêter. Vous n'avez pas besoin de leur permission, vous n'avez pas besoin de leur reconnaissance, vous n'avez pas besoin qu'ils admettent qu'ils ont eu tort. Vous pouvez simplement décider, ce n'est pas à moi, ça ne l'a jamais été, et le rendre, symboliquement, intérieurement, énergétiquement. Rendre cette fausse identité et demander, peut-être pour la première fois de votre vie, qui suis-je quand je ne suis pas ce qu'on m'a dit que j'étais? Et cette question, cette quête, est le début. Pas de la fin de la douleur, mais de la fin de la croyance en la douleur comme identité. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant. Parce que vous savez déjà comment cela a été construit. Vous savez déjà pourquoi cela a fonctionné. Vous savez déjà que ce n'est pas votre faute. Maintenant, vous devez savoir comment reconstruire. Comment renouer avec le moi qui a été enterré sous des couches de fausses définitions? Comment rentrer chez soi, après avoir passé toute sa vie perdue dans un territoire qui n'a jamais été le sien? La reconnexion ne commence pas par une réponse, elle commence par une question. Et la question n'est pas « Comment puis-je réparer cela ?» Ce n'est pas « Comment puis-je prouver que je suis différent ?» Elle est « Qui serais-je si je n'avais jamais entendu cela ?» Si on ne vous avait jamais dit que vous étiez trop sensible, égoïste, décevant, un fardeau, impossible à aimer, qui seriez-vous? Quel choix feriez-vous? Comment évolueriez-vous dans le monde? Et cette question est révolutionnaire, parce qu'elle vous oblige à imaginer une identité qui n'est pas une réaction, qui n'est pas une compensation, qui n'est pas une défense, mais qui est vous, juste vous, sans couche, sans masque, sans programmation. Et peut-être que vous ne savez pas répondre immédiatement. Peut-être avez-vous vécu si longtemps en étant ce qu'on vous a dit que vous étiez, que vous ne vous souvenez pas ou n'avez jamais su qui vous êtes quand personne ne vous définit. Et ce n'est pas grave, parce que la reconnexion n'est pas un événement unique, c'est un processus, c'est de l'archéologie interne, c'est creuser les couches d'identité empruntées jusqu'à trouver quelque chose qui résonne, quelque chose qui semble vrai, non pas parce que quelqu'un l'a dit, mais parce que vous le reconnaissez, comme un vieux souvenir, comme quelque chose qui a toujours été là, mais enfoui. Jung appelait cela l'individuation tardive, le processus qui consiste à devenir qui vous êtes après avoir passé des années, voire des décennies, à être ce que les autres vous ont dit d'être. Et l'individuation tardive est plus difficile que l'individuation naturelle. Parce que vous ne faites pas que découvrir, vous désapprenez, vous démantelez une structure qui vous a pris toute une vie à construire, vous remettez en question des vérités qui semblaient absolues, et cela fait mal, parce que cela signifie reconnaître que vous avez vécu, peut-être pendant longtemps, une vie qui n'était pas la vôtre,
Vous avez défendu une identité qui n'était pas la vôtre. Vous avez cherché la validation d'un moi qui n'était pas le vôtre. Et ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une faiblesse, c'était de la survie. C'était ce que vous deviez faire avec les ressources dont vous disposiez à l'époque. Mais maintenant, vous avez plus de ressources, plus de conscience, plus de choix, et vous pouvez faire autrement. Et faire autrement commence par quelque chose de simple, mais de profond. Nommer l'introjection, nommer ce qui a été placé en vous et reconnaître que ce n'est pas à vous, ce n'est pas à moi. Cela m'a été imposé, et je peux le rendre. Il n'est pas nécessaire que ce soit un rituel élaboré. Il n'est pas nécessaire d'affronter celui qui vous l'a imposé. Cela peut être une reconnaissance interne, silencieuse, mais ferme. Vous regardez la croyance « je suis problématique, je ne mérite pas d'être aimé, je suis une déception ». Et vous dites « ce n'est pas vrai à mon sujet, cela a été dit à mon sujet ». Et il y a une énorme différence entre les deux. Et lorsque vous nommez, quelque chose se détache. Cela ne disparaît pas immédiatement. La croyance peut continuer à surgir, la voix intérieure peut continuer à se répéter. Mais maintenant, vous reconnaissez, ce n'est pas ma voix. C'est une voix que j'ai intériorisée. C'est l'écho de quelqu'un qui se trompait à mon sujet. Et je peux ne pas obéir. Je peux écouter et ne pas croire. Je peux reconnaître sans m'identifier. Et cette séparation, cette différenciation est le début de la liberté. Parce que vous cessez de confondre identité et insulte. Vous cessez d'être l'insulte. Et vous commencez à être celui qui observe l'insulte. Et l'observateur n'est pas observé. Vous n'êtes pas la critique. Vous êtes celui qui écoute la critique. Et vous pouvez choisir, suis-je d'accord ou non? Est-ce que j'intériorise ou est-ce que je renvoie? Est-ce que j'accepte ou est-ce que je refuse? Et voici quelque chose dont peu de gens parlent. La reconnexion avec le moi authentique n'élimine pas la vulnérabilité. Elle n'élimine pas la douleur. Elle ne vous transforme pas en quelqu'un d'imperméable aux critiques ou immunisé contre les rejets. Ce qui change, c'est votre relation à la douleur. Avant, la douleur était une confirmation. Tu vois, je savais que je n'étais pas aimable. Maintenant, la douleur n'est plus que de la douleur, circonstancielle. Elle n'est pas identitaire. Vous pouvez être rejeté sans être rejetable. Vous pouvez être critiqué sans être critiquable. Vous pouvez vous tromper sans être une erreur. Et ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas du déni. C'est une distinction saine entre le comportement et l'essence, entre l'action et l'identité, entre le moment et la totalité. Et cela permet quelque chose qui était auparavant impossible. Un premier pas réel. Pas un pas pour prouver, pas un pas pour compenser, mais un pas pour explorer, pour expérimenter, pour découvrir. Vous n'avez pas besoin de savoir qui vous êtes complètement avant de commencer à vivre comme vous êtes. Vous le découvrez en vivant, en testant, en observant ce qui résonne et ce qui ne résonne pas, ce qui vous dynamise et ce qui vous épuise, ce qui vous semble vrai et ce qui vous semble artificiel. Et petit à petit, à travers de petites actions, des choix quotidiens, des refus nécessaires, vous sculptez une vie qui vous ressemble. Pas une version de vous-même qui a été approuvée, mais vous, réel, imparfait, mais authentique. Et peut-être pour la première fois, vous ne recherchez pas l'approbation extérieure. Vous ne vous demandez pas « vont-ils aimer ?» mais vous vous demandez « est-ce que j'aime ?» Et ce renversement d'autorité, de l'extérieur vers l'intérieur, est exactement ce que Jung décrivait comme un retour au soi. Pas au soi idéalisé, pas au soi qui devrait être, mais au soi qui est, avec ses contradictions, avec ses limites, avec des caractéristiques que certains aimeront et que d'autres rejetteront. Et ce n'est pas grave, parce que vous n'essayez plus d'être aimable avec tout le monde. Vous essayez d'être vrai avec vous-même. Et la vérité n'est pas toujours agréable, elle n'est pas toujours commode, mais c'est la vôtre. Et cela a une valeur que l'approbation universelle n'aura jamais. Et à propos de la culpabilité, parce que vous portez peut-être une culpabilité. La culpabilité de ne pas avoir compris avant, d'avoir cru pendant si longtemps, d'avoir perdu des années ou des décennies à vivre une fausse identité. Et je dois le dire clairement, vous n'avez pas choisi de croire. Vous avez été programmé pour croire. Un enfant n'a pas la capacité de résister à la programmation parentale. Il n'a pas les outils, il n'a pas de repères. Il absorbe, simplement. Et le fait que vous soyez ici maintenant, à vous interroger, à reconnaître, à chercher la libération, est déjà une preuve de force, de résilience, d'un moi authentique qui a résisté, qui n'a pas été complètement effacé, qui a continué d'exister même enfoui, attendant le moment où elle pourrait émerger. Et ce moment, c'est maintenant. Alors lâchez prise sur la culpabilité d'avoir cru,
Lâchez prise sur la colère envers ceux qui vous ont conditionné, non pas parce qu'ils méritent votre pardon, mais parce que la colère vous maintient connecté. Lâchez prise sur le besoin qu'ils reconnaissent, admettent, s'excusent, parce que la libération ne vient pas d'eux, elle vient de vous. Que lorsque vous reconnaissez que vous avez porté quelque chose qui ne vous appartenait pas, que vous avez défendu une identité qui n'était pas la vôtre, que vous avez recherché une validation dont vous n'aviez pas besoin, et que vous choisissez d'arrêter, vous vous libérez. Non pas parce que la situation a changé, mais parce que vous avez changé, intérieurement, profondément. Et ce changement intérieur est le seul qui compte vraiment. Le seul sur lequel vous avez un contrôle total. Le seul que personne ne peut vous enlever. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à ce point de la vidéo, je voudrais vous poser une question profonde, personnelle, à laquelle vous seul pouvez répondre. Quelle est l'insulte qui vous a le plus marqué? Celle qui, même si vous savez rationnellement qu'elle était fausse, résonne encore. Écrivez-la dans les commentaires si vous vous sentez à l'aise. Non pas pour l'exposer, mais pour la reconnaître, pour la nommer. Car lorsque nous nommons, nous la sortons de l'inconscient et la mettons en lumière. Et ce qui est en lumière peut être remis en question. Il peut être dissous, il peut être transformé. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans cette aventure et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.